discussion est ouverte. Voilà. Si vous voulez bien faire passer le micro à Gérald, merci. Je vais commencer en anglais pour le bénéfice d'Ali et pour intégrer Nick dans la discussion, et puis je vais me traduire en français. So I thought Ali's paper was absolutely brilliant, and we really should try and get him here next year. The one thing with which I found myself disagreeing, and which I think comes back a little bit to what Michael Crévoisier was saying this morning, was when we start to eulogize, as I think he did a little bit this just now, the idea of absolute deterritorialization in Deleuze as something that might seem to be desirable or achievable. I think the one place where Deleuze really talks about la déterritorialisation absolue is in the final pages of Qu'est-ce que la philosophie? What is philosophy? Where he talks about absolute deterritorialization going beyond capitalism. Capitalism is a relative deterritorialization. Philosophy alone is capable of absolute deterritorialization. And much as we might credit Deleuze elsewhere with going beyond the sublative tendencies of Hegel and Heidegger, it's here, I think, in this statement of Deleuze that the absolute deterritorialization of philosophy goes beyond the relative deterritorialization of capitalism, that Deleuze falls back into a long history of philosophy that thinks that politics can be sublated out of existence, that thinks that there is always a philosophical solution to a political problem. And this is something that I find really worrying. It's something that Nick and I discussed yesterday, where he said in passing that he still thinks there can be some kind of solution to every problem that gets raised, although that doesn't necessarily imply a philosophical solution, evidently. And it makes me think of something that Bernard said, and with which I very much agree, a couple of years ago in the seminar, when Bernard, you said, il devient un moment où on arrête d'être philosophe et c'est seule sa fonction en tant que citoyen qui est important. There's a moment when one has to stop being a philosopher and simply start being a citizen. And this is where I'd go back to Derrida. And with Derrida, we find Derrida saying that undecidability doesn't mean that one avoids making decisions. It simply means that there is a process of sacrifice at the very heart of politics, and that we cannot have an asacrificial politics. On the contrary, asacrificial politics is what extreme market liberalism tries to be, where it claims, it purports to find a sublative market solution, a rational outcome for every decision that has to be made. Et c'est ça qui m'inquiète, et donc je vais me répéter en français. Je crois qu'en disant, et je ne sais pas comment exactement ça a à faire avec les derniers paragraphes de l'intervention d'Ali, ni comment ça touche sur ce que disait Michael ce matin par rapport à Heidegger, Deleuze et Hegel, mais il me paraît qu'en parlant de la déterritorialisation absolue, on risque de se rebattre sur une tendance pernicieuse dans l'histoire de la philosophie qui tente de faire comme s'il y a toujours une solution politique, toujours une solution philosophique, une solution sublative de problèmes politiques qui veut en fin de compte, qui fait en fin de compte qu'on peut en finir avec la politique, avec une version privilégiée de la philosophie. Merci, Gérald. Michael, vous voulez intervenir, répondre maintenant? Oui, effectivement, le concept de déterritorialisation absolue, qui est un concept difficile parce que
c'est pas le rapport entre absolu et relatif qui est en jeu dans ce concept. Enfin, je crois pas. Dans ces pages de Qu'est-ce que la philosophie dont tu parles, il précise quand même bien que la déterritorialisation absolue n'est pas une mystique, ou n'est pas un retour de l'idéalisme. Sur l'autre point que tu as abordé, ce rapport entre déterritorialisation absolue qu'appelle Deleuze et la déterritorialisation absolue qu'est le capitalisme, là, si j'ai bien compris, tu reprends un peu les arguments de Boltanski et Schiapello dans Le nouvel esprit du capitalisme. Je ne suis pas convaincu de leur analyse. C'est-à-dire que je ne crois pas que, là il faudrait reprendre l'Institut, mais je ne crois pas que le capitalisme met en place une déterritorialisation absolue. Précisément parce que le capitalisme a un fonctionnement axiomatique. Mais ça demanderait beaucoup de développement. Pour venir vraiment à ta question, le rapport entre philosophie et politique, là je citerai Pour parler, le texte introductif au Pour parler, où Deleuze précise ce qu'il entend faire lorsqu'il fait de la philosophie, d'un point de vue politique. Il dit que la philosophie n'est pas un pouvoir, c'est une puissance. Et il oppose la philosophie à la télévision, le capitalisme, etc. Et il y aurait peut-être deux remarques à faire sur ce point. La première, c'est que je ne crois pas que ça signifie que la puissance de la philosophie doit se substituer au pouvoir du capital ou de la politique. Pas du tout, parce que pouvoir et puissance vont nécessairement ensemble. En ce sens-là, il peut y avoir une déterritorialisation absolue avec une territorialisation. La puissance peut être déterritorialisée absolument dans un lieu. Bon. Et d'autre part, et là j'irai dans ton sens, et ça fait le lien avec ce que je disais tout à l'heure, c'est un développement, qu'on peut quand même y voir une reconduction de l'idéalisme. Tu disais peut-être ce qu'il y a et du coup un risque de tendance politique. Oui, mais on retrouve encore Hegel et Marx dans le fond, c'est-à-dire dès lors qu'on retourne dans l'idéalisme, on se fait bouffer par la dialectique, et se dit très très rapidement, hein, mais je pense qu'on peut le lire comme ça, Deleuze. Alors, pour le dire plus simplement, que Deleuze voit dans la philosophie non pas un privilège par rapport à d'autres dimensions que seraient la science, l'art ou la politique, mais il voit quand même dans la philosophie, ou mieux dans le philosophe, c'est ce que j'ai essayé un peu de dire, il voit dans le philosophe quelqu'un qui est capable de quelque chose que d'autres ne peuvent pas, que seul le philosophe peut. Ce qui peut, et ça fait le lien avec une question que je t'avais posée, ce qui peut, c'est conserver la vitesse absolue en général. Parce que le concept, à la différence de l'affect, à la différence, disons, de l'action politique aussi, est capable de ça. Donc, en ce sens-là, je crois que tu as raison, c'est-à-dire qu'il a une foi dans la philosophie, Deleuze, on pourrait le dire comme ça. D'ailleurs, il utilise ce mot dans Cinéma 2. Il a une foi dans la philosophie qui est une foi dans la vitesse absolue. Et cette foi dans la vitesse absolue, c'est une prérogative de la philosophie qui, effectivement, on pourrait le dire comme ça, mais ça demanderait de discuter, subordonne la politique, l'action politique. Ça, il faudrait le discuter plus amplement, mais je pense que en ce sens-là, je te donne raison. Voilà. Si j'ai répondu un peu... Voilà. Oui, je voudrais ajouter quelque chose à ces débats. Je suis d'accord, moi aussi, avec ce que Gérard vient de dire à propos de la déterritorialisation absolue chez Deleuze, mais chez Deleuze et Guattari. Et je crois que la différence entre les deux points de vue qui sont très proches, je la trouve en origine dans un livre qui a été écrit par Rudolf Gachet, et ce livre c'est Deleuze et Guattari Géophilosophie, dans lequel Rudolf Gachet développe la thèse que tu es en train de dire, c'est-à-dire de donner à la philosophie un rôle majeur, précisément à travers ou par l'intermédiaire de la déterritorialisation absolue. Et ce n'est pas un cas que Géophilosophie montre comme, pour Deleuze et Guattari, il y a une sorte d'équation entre la Terre et la philosophie, quand il parle de la Terre comme la grande déterritorialisée. Et c'est là, je crois que pour nous, aujourd'hui, c'est un peu aussi la tâche
de la pensée, c'est-à-dire comment penser justement les rapports entre la pensée et la Terre. Dans les défis de l'Anthropocène, mais aussi au-delà de ça. Et donc, je crois que là, Bernard, quand hier, et je suis encore tout à fait d'accord avec toi, quand hier a dit il y a des moments où il faut s'arrêter de penser philosophiquement et commencer à penser politiquement, c'est une sorte de réaction, je crois, à cette façon d'abstraire la pensée de la politique. Et ça, je crois que là, il y a un sorte de paradoxe chez Deleuze. Et je vais commenter un peu ce que Françoise a dit à propos de sa proposition justement de cette métalocalité liée à la danse et liée à toute une culture qui est en train de se développer. Et je voudrais poser une question en fait à Françoise, c'est-à-dire il a parlé d'une sorte d'équivalence entre la machine abstraite et les machines concrètes. Et là, nous avons, Bernard, plusieurs fois à essayer de critiquer chez Deleuze et Guattari la nature ou les statuts de cette machine abstraite. C'est-à-dire que dans la perspective pharmacologique, c'est impossible d'avoir une machine abstraite. Au moins, je crois, et ça c'est ma proposition, que la machine abstraite arrive après. C'est-à-dire que c'est comme un résultat des machines concrètes, un résultat du travail des machines concrètes. Et alors là, j'ai trouvé dans la conférence de Michael un grand point de départ pour nous, si nous voulons vraiment travailler Deleuze. Pas seulement travailler sur Deleuze, mais travailler Deleuze. Et quand tu as parlé de ce matérialisme radical qu'on peut trouver chez Deleuze, je crois qu'on peut le trouver, mais il faudrait aussi un peu le construire. C'est un chantier, ce qu'on trouve chez Deleuze, un chantier de matérialisme qui a la tentation de s'abstraire. Et alors peut-être qu'une radicalisation de la matière, l'invention d'une radicalisation de la matière chez Deleuze et Guattari peut être une sorte de possibilité. Et alors là, plutôt que la déterritorialisation absolue, qui crée des problèmes aussi à la prononcer, et quand tu as parlé de logique du sens, et donc de la contre-affectation, de la quasi-causalité, voilà, je crois que là, il y a à la fois le rôle de la philosophie, qui est un rôle absolument fondamental, mais qui est lié aux événements qui se passent. C'est-à-dire qui est lié à la matière, est lié à la fêlure. Et là, alors, comment travailler Deleuze, et pas seulement sur Deleuze? Peut-être qu'on va voir que la fêlure même est toujours créée par des pharmacas. C'est-à-dire qu'elle est toujours créée par quelque chose d'artefactuel. On pourrait arriver à dire qu'il n'y a pas de fêlure sur le corps, donc sur les somas, sans quelque chose qui va au dehors du corps et qui nous permet de penser la fêlure en tant que fêlure. Et donc qui nous permet de penser quelque chose comme un événement. Et peut-être que là, c'est un point de départ pour tout le monde ici. Alors merci pour cette question. C'est une question effectivement centrale, mais c'est toujours très difficile de développer à partir de ces concepts parce que ça demanderait des développements infinis. Alors peut-être une manière de te répondre, un axe, en reprenant la fin de cette série appelée Volcan et porcelaine,
dans Logique du sens de Deleuze. La question de l'abstraction. Là, tu poses la question de la machine abstraite, mais j'aimerais poser la question de l'abstraction plus généralement. Parce que la question de l'abstraction, c'est peut-être la question du rapport entre philosophie et politique, dans le fond. Il y a dans ce passage-là quelque chose d'extrêmement intéressant qui est très, très peu commenté. Dans ce passage-là, Deleuze parle du ridicule du penseur. Alors, qu'est-ce qu'un penseur ridicule? Un penseur ridicule, c'est un penseur qui pense abstraitement. Le penseur qui pense abstraitement, c'est celui qui n'a pas éprouvé la fêlure dans son corps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelqu'un pour qui la fêlure n'est qu'un mot, comme dit Deleuze, M-O-T, alors que ça devrait être un mot M-A-U-X. Ce point-là me semble très important sur la question que tu poses, que je reformulerai dans mon langage du schéma mélancolique. Est-ce que la bile noire est exoscimatisable? Je veux dire mieux, est-ce que la bile noire a une histoire? C'est ça la question fondamentale. Est-ce que la bile noire a une histoire? Ça, c'est pas sûr. Si on reprend le pseudo-Aristote, il fait bien la distinction, mais c'est une distinction aristotélicienne qu'il faudra, disons, déconstruire. Il dit qu'il y a deux types de mélancoliques, ceux par accident et ceux par nature. Si on parle des mélancoliques par accident, oui, il y a une histoire de la bile noire. Il y a une grammatisation, on peut penser la cause de la mélancolie comme une cause pharmacologique. Mais si le mélancolique est par nature, alors là, non. Or, et c'est là la difficulté, si on suit le pseudo-Aristote, seuls les mélancoliques par nature sont capables d'exception. Les autres, et donc le vin, par exemple, ne peut pas produire d'exception pour Aristote. Ça produit que la folie, une extasis qui n'est pas créative. Alors, bien sûr, il faut déconstruire Aristote. Et cette différence entre accident et... Alors, je ne vais pas le faire, c'est très compliqué, mais comment, grâce à Deleuze, on pourrait dépasser, disons, c'est pas le bon mot, mais cette distinction entre le mélancolique par nature et le mélancolique par accident? Moi, la question que je pose à la pharmacologie, c'est la question de sa radicalité, qui est son enjeu et son intérêt. La question de ça quoi? De sa fécondité et de son intérêt. C'est son enjeu fondamental. Est-ce que la pharmacologie peut tenir jusqu'au bout le matérialisme? Le matérialisme que j'entends bien sûr au sens marxiste, c'est-à-dire la condition d'effectuation politique de la philosophie. Là, il faut quand même que je dise quelque chose. Cette idée-là que j'utilise, que tu as repris sous le syntagme matérialisme radical de Deleuze, ce n'est pas une idée à moi. C'est une idée de Hervé Touboul, qui est un grand spécialiste du rapport entre Hegel et Marx, dont j'ai suivi les cours à la faculté de Besançon. Bon, je voulais juste prendre à César ce qui appartient. Et donc, je pense que la question que tu poses peut être formulée en ces termes-là. Voilà, en ces termes-là. Mais pour moi, c'est un chantier. C'est le chantier des fondements, de l'élucidation des fondements de la pharmacologie, qui ne peut en passer que par la question de la mélancolie, à mon sens. À mon sens. Voilà. Mais bien sûr, ça demanderait beaucoup d'autres développements qu'on aura certainement l'occasion de faire. Merci, Michael. On va passer la parole à François et moi. J'aurais énormément de choses à dire après tout ce qui vient de se dire ici, bien sûr. Ah, je suis trop près? Ouais, là c'est mieux? Ok. Et je me rappelle plus de ta question, Paolo, mais du coup je pense que je vais surtout rebondir à ce que vient de dire Michael, parce qu'en fait ça résonne énormément avec ma propre démarche, puisque ce dont tu parles, c'est vraiment le parcours que je me suis donné depuis quelques années, sur les pistes de danse, d'aller sentir la mélancolie de notre époque, parce que une piste de danse, c'est certainement pas seulement un lieu de joie et un lieu de consommation et de folie, c'est aussi un lieu où on peut éprouver la mélancolie de notre époque, de la même manière qu'on peut aussi l'éprouver sur les jeux vidéo en ligne. Et finalement, la question que tu poses à la pharmacologie, en venant vraiment de la philosophie et de Deleuze, moi, en lisant Deleuze dans les clubs, ce que j'ai fait concrètement, c'est-à-dire que j'allais avec mon putain de bouquin et je lisais Deleuze là et j'essayais de voir, mais ouais, concrètement, là, il y a des machines abstraites. C'est une machine concrète qui me fait aller à la vitesse absolue. Enfin, il y a des moments de vitesse absolue, des moments d'exception sur un dance floor qui sont, oui, des moments de joie incroyables, mais qui se construisent collectivement. Et là, je vais en venir à un truc qui est très important pour moi, c'est que la philosophie, enfin, pourquoi la philosophie serait seulement quelque chose... Enfin, tu parlais du philosophe. Et en fait, pour moi, pourquoi la philosophie serait le privilège des philosophes? Pourquoi la philosophie ne pourrait pas, avec les moyens dont on dispose aujourd'hui, être considérée comme quelque chose qui doit avant tout s'expérimenter dans ces moments exceptionnels en collectif? Parce que dans ces moments en collectif, ce n'est plus
le collectif intérieur d'un philosophe qui va chercher la déterritorialisation absolue par la pensée, mais plutôt par la danse, ensemble, chercher une forme de chercher la transindividuation, quoi, qui n'arrive jamais en fait. Il y a tout un truc sur le dance floor. Ce qui est très intéressant, c'est que il y a un sociologue qui a développé un concept que je trouve pas mal, qui dit que être sur un dance floor, c'est un perpétuel coming and down. Ça veut dire ne pas venir, quoi. C'est cette perpétuelle frustration de ne pas parvenir à l'extase, quoi, en fait. Parce que sur le dance floor, on n'expérimente pas que de l'extase. Du coup, et c'était aussi le sens de ma question à Paolo l'an dernier, en fait, hein, quand il parlait de nihilisme athlétique, sans parler d'une localité ou d'un espace dans lequel elle pourrait avoir lieu, pour moi, ça me paraissait justement être un travers deleuzien de pas suffisamment concrétiser la vitesse absolue de la machine abstraite. Et c'est ce que moi-même, c'est ce que j'ai cherché dans les dance floors, et c'est ce que maintenant j'ai envie de construire sur ce dance floor-là. Et là, je rajoute quelque chose qui, je pense, est assez important, c'est que je parlais du DJ, mais de la même manière aussi, l'organisateur de la soirée, il filtre, il sélectionne qui rentre sur son dance floor, comment ça se passe, et en termes humains, mais aussi en termes techniques. C'est-à-dire ce grand club-là qui, moi, m'a fasciné et qui est devenu à la fois mon temple et mon stade, ce qui est très intéressant, c'est qu'à la porte, il y a deux sélections qui se mettent en place. Une sélection technique, c'est-à-dire qu'il est interdit de faire des photographies et d'amener un appareil photographique à l'intérieur de Scope, ce qui est en fait le seul endroit sur Terre aujourd'hui que je connaisse où il n'y a pas le droit ou un des seuls endroits sur Terre que je connaisse où il n'y a pas le droit de faire photographie. Et ça change complètement l'expérimentation d'un lieu et ça permet d'aller chercher, ça déterritorialise complètement, quoi. Enfin, c'est super intense. Et en même temps, il y a aussi la sélection d'un physionomiste qui va devoir faire des choix parce que concrètement le club a ses limites et ne peut pas accepter toute la réalité qu'il veut y pénétrer. Donc il compose en fait une foule pour permettre la bonne effectuation de la soirée. Et c'est en ça que pour moi la question de sélection, et là je retombe sur le séminaire, pour moi la sélection est vraiment le concept fondamental dont il faut faire la pharmacologie pour comprendre justement comment on fait des machines abstraites sans pour autant, avec des machines concrètes, quoi. Comment on peut concrètement, dans des métalocalités, aménager des moments de vitesse absolue pour qu'on puisse les vivre ensemble. Et pas seulement le philosophe dans son esprit, comme moi sur mes jeux vidéo, partir à toute allure et en fait complètement perdre le réel, quoi. Et ouais, voilà. Right. Merci. Sarah? Merci. J'ai une question qui est plutôt une suggestion, un enchaînement pour Michael. Bon, quand tu étais en train de parler de la mélancolie, ça m'a beaucoup fait penser à la saudade brésilienne ou portugaise, que c'est un concept de mélancolie, nostalgie, qui est très intéressant pour moi parce que ça fait référence ça fait référence au passé, donc à ce qu'on a nostalgie de, mais aussi au futur. Ça introduit une espèce de nostalgie du futur, donc une projection dans ses propres rêves, dans ses propres prétentions. Et donc ça me fait penser, si tu as pris en considération dans ton discours un rapport entre le passé et le futur de la mélancolie et tout ça. Merci pour ta question. Juste avant d'y répondre, juste un prolongement de ce que j'ai dit avant par rapport à ce qui a été dit. En fait, j'ai pensé à un article de Christian Fauré. Je ne sais pas où il est. J'ai pensé à un article de Christian Fauré, si je me souviens bien, que j'ai lu il y a longtemps, sur le virtuel technicisé. Et j'ai l'impression que le virtuel technicisé. Et cette idée d'un virtuel technicisé, peut-être que là aussi, dans cette idée de penser le virtuel de Deleuze à partir de la technique, et donc de techniciser le concept de virtuel de Deleuze pour le désidéaliser complètement, s'il y avait encore des traces d'idéalisme dedans. Bon, je me souviens que cet article m'avait intéressé pour ce point-là. Bon, je ferme la parenthèse, c'était simplement parce qu'il est présent. L'autre chose, avant encore de revenir à ta question, par rapport à ce qu'a dit François, il y a quand même, je pense, quelque chose d'irréductible dans l'activité du philosophe.
là je serais deleuzien, mais bon, ça peut se traduire dans d'autres systèmes. L'activité du philosophe, c'est de conserver la pensée, on me dirait Deleuze. Comment il conserve la pensée? Il le conserve dans des concepts qu'il écrit. Là, le vrai problème, c'est peut-on conserver la pensée autrement que par l'écriture? On retrouve Derrida nécessairement, Deleuze a dû affronter ça. Voilà, c'est une question ouverte. Je ne crois pas qu'aujourd'hui on ait une réponse. Deleuze a essayé avec le cinéma, par exemple, en essayant de montrer que l'image n'est pas une écriture. Bon, le débat se pose aussi là. Bon. Moi, ce que je vais montrer là, par rapport à la question de la mélancolie, je le poserai autrement. Peut-on faire de la philosophie en dehors de la solitude? Est-ce que l'activité de la philosophie n'est pas fondamentalement une activité solitaire? Et en tant qu'elle serait solitaire, là, il y aurait un problème à résoudre pharmacologiquement, parce que la mélancolie, c'est une mélancolie du milieu. Et que cette solitude de l'activité du philosophe témoignerait d'un irréductible, d'un quasi-transcendantal, comme dirait Derrida, qui pose problème. Bon, je ferme cette deuxième parenthèse et j'en viens à ta question. Je ne connaissais pas cette tonalité brésilienne et portugaise très intéressante qui permettrait de penser disons, une Weymouth latine qui ne risquerait pas le danger allemand, si on peut dire. Quand je dis danger allemand, je dirais le danger romantique. Voilà, ce serait mieux. Qui éviterait le danger romantique. Alors oui, pourquoi pas, une nostalgie non romantique. Ça serait très intéressant. Alors après, conceptuellement, donc le rapport entre le passé et le futur, et l'avenir, question terrifiante parce que il faudrait ici interroger la temporalité de la virtualité, interroger la temporalité de la différence. Bon, c'est des questions abyssales, je ne peux pas les développer en quelques minutes, enfin, je préfère m'abstenir. Voilà. Je n'ai pas assez assimilé ces conceptions-là pour pouvoir en parler comme ça. Voilà. Merci. Vas-y, réponds, François. Par rapport à... Comment dire? Je pense que je vais revenir au schème de Simondon, parce que pour moi c'est vraiment important. Et c'est pour ça que j'ai fait une aussi longue citation avec plein de fragments dans mon intervention, parce que je crois que ce qui se joue là, justement, dans le schème de Simondon, sur le rôle de l'esthétique, qui vient réticuler la phase religieuse et la phase technique, et que c'est le sol, la terre nécessaire pour que la philosophie advienne, je crois que là, pour moi, il y a un passage clé dans le débat qu'on est en train d'avoir dans toute la dernière partie du mode d'existence des objets techniques. Et je pense que concrètement, comme le disait Paolo tout à l'heure, il faut travailler à réaliser ce schème, c'est-à-dire construire des organes de recherche dans la phase religieuse, dans la phase technique, qui doivent être supportés par le sol esthétique qui combine les réalités. C'est tout le projet du romantisme allemand aussi. Goethe, c'est pour ça que je voulais parler de Goethe aussi, c'est que Goethe, c'est ce qu'il essaye de penser dans les affinités lectives, par exemple, et dans la plupart de ses textes, en fait. C'est comment le réel se combine, comment le réel s'opère et se juge en même temps. Et c'est seulement une fois qu'on a établi ces machines concrètes qui permettent au réel, qui permettent au réel d'advenir, qui nous permettent de nous individuer, qu'on peut, pour moi, aller peut-être en solitaire alors là, mais la solitude du philosophe ne peut pas advenir seule, elle doit advenir sur un sol esthétique. Enfin, c'est ce que, en tout cas, dans une lecture du schème simondonien, je comprends. Moi, j'aurais beaucoup de questions à poser à François, que je lui ai déjà posées, donc je ne vais pas les reposer toutes maintenant, mais je vais me contenter d'une demande de précision, parce que tu as beaucoup insisté, comme tu le fais toujours à la fin de ton exposé, sur la question de l'oreille, de l'écoute, et en opposition ou au détriment donc de l'œil. Et j'aimerais savoir si tu peux justifier ce que tu dis, à savoir que l'organe de la rétention tertiaire numérique, ce serait l'oreille. Parce que l'oreille a été un organe essentiel dans la rétention tertiaire analogique, phonographique par exemple. Et qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, ce serait l'organe de la rétention tertiaire numérique, pour toi? Je te rends le micro. Je propose, avant que tu ne répondes, d'intervenir, parce que je vais un petit peu
renchérir un peu sur ce que vient de... Et comme ça, tu as le temps de réfléchir. Oui, parce qu'il y a du travail, là. Dans la solitude. Donc bouge-toi les oreilles. J'ai des boules caisses, si tu veux, dans ma poche. Je pense que la question de comment faire advenir la solitude du philosophe, c'est ce que tu as posé en réponse à Michael, est une très très bonne question. Ça a une histoire, cette question de la solitude du philosophe. Pour Socrate, qui est solitaire, hein. C'est bien connu que Socrate est un solitaire, c'est un va-nu-pied, enfin c'est un mec à part, quoi. C'est presque un paria, c'est pas un paria, mais il est seul. Voilà, il est dans la solitude avec son daimon, c'est-à-dire sa mélancolie. Mais il dit, on ne peut penser que dialogiquement. On ne peut jamais penser tout seul. Et je pense qu'il faut repartir de cette... voilà, il faut dédialectiser Socrate, de Platon, de Hegel et tout ça, pour le redialogiser, en passant d'ailleurs par la chronotopie et Bakhtin, quoi. Parce que... Enfin, moi, j'essaye de revisiter tout ça avec Mikhail Bakhtin. Et là, il y a un truc très important, c'est qu'il y a des règles dialogiques. Parce qu'il y a une affaire de règles. La philosophie, c'est une discipline, c'est-à-dire une mélété, il faut le dire en grec, parce qu'en français, c'est déjà un malentendu. C'est un malentendu dans lequel est tombé Foucault, d'ailleurs, et qu'il a corrigé après, mais sauf que les lecteurs de Foucault, eux, n'ont pas corrigé, en général. Voilà. La discipline, enfin la mélété, suppose des règles. Et ces règles, d'ailleurs, elles peuvent ne pas être simplement philosophiques, mais aussi monastiques, etc. Ce sont des règles de vie. C'est réapprendre à vivre. Parce qu'il ne faut jamais oublier que Socrate arrive là aussi pour réapprendre à vivre, pas pour apprendre à vivre. Ceux qui apprennent à vivre, c'est Thalès et compagnie, c'est les 7 sages, c'est tous les présocratiques. Mais Socrate, lui, c'est plus un présocratique à proprement parler, même si je dis qu'en fait, moi, Socrate est le dernier des présocratiques, parce que c'est le dernier tragique, pour moi. Néanmoins, Socrate n'est plus à proprement parler un présocratique parce qu'il arrive après la catastrophe de Périclès qui a perdu, et de la stasis de la cité grecque. On oublie toujours de dire, moi je commence toujours mes cours d'initiation à la philosophie en disant la scène de la naissance de la philosophie, c'est la guerre civile. Il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut jamais oublier que Platon a failli être lui-même impliqué dans cette guerre civile, que Glaucon, qui est de sa famille, en fait partie, c'est l'interlocuteur de Socrate dans la République, etc., avec des tyrans, voilà. N'oublions jamais que il faut réapprendre à vivre après la violence revenue dans la cité par la guerre civile. Et nous sommes au bord de ça, en particulier à Pleine Commune, parce qu'il est fort possible que cette guerre civile, si elle commence un jour, commence à Pleine Commune. Alors, c'est pour ça que les philosophes, les moines aussi, et beaucoup d'autres, les samouraïs, etc., cherchent à inventer des règles. Et il n'y a pas d'apprentissage de la vie sans règles. Et c'est toute la question de l'articulation entre l'exception et la règle, puisqu'une règle, elle désexceptionnalise l'exception. La règle devient déjà le pharmacone, devient déjà la bêtise, la répétition crétine de celui qui parle de la fêlure et qui n'a jamais su ce que c'était que la fêlure. Voilà. Et ça, malheureusement, nous sommes envahis de ça aujourd'hui, en particulier dans une université française. C'est la dénoétisation généralisée. Alors, voilà. Moi, je voulais revenir, ayant dit cela, mais je vais revenir tout à l'heure à la question de l'oreille et tout ça, et donc à l'intervention de Jean et de François. Je voulais revenir à la question de la reterritorialisation et de ce que... Je connaissais pas, j'avais oublié, ou je n'ai peut-être pas lu cette expression de Deleuze, reterritorialisation abjecte, voilà, qui fait écho à ce que disait Christian hier. Et en passant, je dis, il y aurait à faire une histoire de l'abjection. Je dois dire à Christian, je ne sais pas s'il entend, que j'ai pas continué de lire le bouquin de Kristeva parce que je le trouvais maniéré déjà dans ce bouquin de l'abjection qui est paru dans les années 80, 84, je crois, ou 83. Je la trouvais très maniérée. C'était plutôt tout la Kristeva, par exemple, de la révolution du langage poétique, qui est un fantastique bouquin. Voilà. Mais bon, j'ai peut-être tort, en fait. J'ai trouvé que c'était un maniérisme de psychanalyste, mais de mauvais psychanalyste.
Bon, ça mériterait d'être lu. Si Christian me dit que ça vaut le coup, j'en doute pas une seconde. Donc je vais peut-être m'y remettre. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'il faudrait faire une histoire de l'abjection. Car, par exemple, la gueule de bois qui frappe le génie mélancolieux, comme disait Raymond Queneau, dans Pseudo-Aristote, c'est de l'abjection. Et moi, j'ai bien connu cette époque. J'ai eu une époque où je me réveillais tous les matins avec la gueule de bois, et une gueule de bois d'enfer, où je n'avais qu'une envie, c'était de me jeter dans la Seine. Bon. Et tous les alcooliques connaissent ça. Ce qui, quand on arrive à un certain stade auquel je ne suis jamais arrivé, arrive à se transformer en rat. Voilà, le délirium très mince. Voilà. Mais il est question de ça dans le Pseudo-Aristote. Et c'est une expérience de l'abjection de soi que raconte fantastiquement Samedi soir, dimanche matin de Alan Sillitoe, que je vous recommande de lire. Ça pose la question de la limitation. Comment limiter le pharmacone pour que le pharmacone négatif, c'est-à-dire qui va me détruire comme alcoolique par exemple, il devienne un pharmacone positif, c'est-à-dire comment faire de l'alcoolisme une philosophie. Ça, c'est Gilles Deleuze. Et c'est le problème de la limitation. Alors, je voulais dire demain, je le dirai peut-être, je ne sais pas, parce que ça va peut-être m'économiser de leur dire, et donc j'ai pas du tout fini ma communication pour demain matin, donc je ne sais pas si je vais la faire même, on verra bien. Mais demain, je voulais parler, et là en m'adressant à Nick et aux accélérationnistes, je voulais parler de la limite. Depuis Emmanuel Kant, since Emmanuel Kant, we say that to criticize is to analyze limits of reasoning, of thinking. And if we have to think the pharmacon, we have to think the limits of the pharmacological situation. I don't know if you agree with this concept of pharmacon, but probably you agree with the concept of exosomatization as it is described by German ideology, by Marx and Engels. And the question is the limitation of such a question. So the question of the acceleration, the absolute speed of thinking, this is the most important statement for me in Deleuze. Thinking is producing an absolute speed. And this is answering your question in your manifesto when you say we have to change the concept of acceleration. Such an acceleration is noesis. That is thinking, that is the experience of the pharmacon, of the disease created by the pharmacon, of the abjection of the pharmacon, and the invention of a new type of health, a new therapeutics. That is not a question of philosophy only, but of politics. And now we go back to the question of citizenship here, the relationship between the citizen and the philosopher, who is always a citizen, if he's really a philosopher. Now, I think this question of limitation is extremely important for discussing with you the question of accelerationism and for criticizing, for example, transhumanism, for example, disruption, for example, capitalism of platforms. How is it possible, for example, to produce and to inscribe in the architecture of data of platforms a function that is a technological function and a noetic function by which you will create the possibility to break the speed of information reaching the 2/3 of the speed of light, and for creating an interruption that is an obstacle, producing an absolute acceleration, that is thinking. This is the question of what we call negantropic platforms. This is a question of bifurcation that's producing a negantropic novelty, producing a novelty in the sense of Whitehead that is not at all the one of computation. That is the one of capitalism, but the one of the uncalculable. And the question of incalculable is what is the stake for criticizing, for example, recursive functions, I believe. And I would like to discuss with you, Fabien, also about this concept of uncalculable. I think
concerning this that it is a limit of Bruno Bashimo, who is not capable to think that. He's capable to think interpretation, hermeneia, in relationship with an archive that is what I call tertiary retention. But he is not capable, in what I know of him, to think this question of absolute acceleration of speed. That is thinking. And that is the question of Turing. In the last papers of Turing in biology, concerning biology, and here it is very important to discuss with Lassègue and Longo about what is really the thought of Turing. So, I go back to French, I'm sorry, because if not, I will go too slow and I must accelerate. Il y a une histoire de l'abjection et je pense qu'il faut penser la limitation par rapport à cette histoire de l'abjection. Et je pense que là, il faut discuter. C'est pour ça que j'ai essayé, et j'ai raté, à la discussion avec Sloterdijk, il faut essayer de discuter la question de la localité, dans laquelle Sloterdijk est en train de s'enfoncer gravement dans la situation allemande actuelle, qui est une situation extrêmement dangereuse. Voilà. Hugh pourrait peut-être nous en parler. Et là, il faut prendre très au sérieux la question de la terre natale chez Heidegger. Je maintiens ce que j'ai dit hier, ce discours qu'il tient par exemple à, je ne me souviens plus comment s'appelle la ville, Kirch, je ne sais plus comment, là dans ce petit village où il y a cette fête allemande absolument à vomir, ce discours-là est un discours antisémite. Je le dis haut et fort et j'en suis convaincu. Et j'ajoute que ça ne m'empêche absolument pas de lire ce discours, au contraire, et de lire toutes sortes d'autres discours qui sont contre-antisémites, parce qu'il est intermittent, Heidegger, comme nous tous, c'est-à-dire qu'il a des hauts et des bas, il y a des moments où il est grandiose, et des moments où il est archi nul. Voilà. Il est abject, comme dit Deleuze. Mais il ouvre une question qui est sa première question, c'est le Da, du Dasein. La question de Heidegger, c'est la localité. Elle s'appelle d'abord le Da, du Dasein, qui est une ouverture absolument géniale, qu'il faut articuler avec la question du point de vue qu'énonçait hier Sarah. C'est ensuite la question de la Lichtung, c'est-à-dire la clairière que l'on ouvre dans la forêt. Et ça, c'est ce dont s'est emparé Sloterdijk. Et c'est troisièmement la question de la terre natale, qui est l'effondrement de Heidegger. Exactement comme on pourrait parler de l'effondrement de Nietzsche. Mais Heidegger s'effondre non pas dans la folie de Nietzsche, mais dans la nullité du mec qui ne sait pas ce que c'est que la fêlure, voilà, et qui la rejette finalement. Alors ici, je pense qu'il y a une question qui se pose de la métalocalité. Je voudrais y revenir parce que le mot circule maintenant beaucoup, et c'est très bien, j'en suis ravi, mais il faut vraiment essayer d'être précis sur cette question de la métalocalité. C'est une question extrêmement complexe et fort dangereuse, pour les raisons que je viens de dire. Et ça s'articule avec la question du statut du philosophe et de la philosophie, ce qui n'est pas la même chose. Car il existe des philosophes et il existe la philosophie. La philosophie, c'est un patrimoine qu'on trouve dans les bibliothèques. Il existe apparemment, parfois il y a de la philosophie sans philosophe. Il y a rarement des philosophes sans philosophie, mais ça existe quand même. Par exemple, Wittgenstein. Wittgenstein est d'abord un type qui fait la guerre dans les tranchées, il tire sur des Français. Et c'est comme ça qu'il accède à la philosophie. Enfin, c'est pas en tirant sur les Français, mais c'est en se trouvant confronté au front, à l'épreuve du feu. Et il découvre, c'est ce que Granel a très très bien montré, il découvre par exemple Descartes, il découvre Husserl, mais il ne les a jamais lus. C'est après qu'il va les lire, à Cambridge et tout ça, et qu'il va découvrir qu'il avait découvert quelque chose qui était découvert avant lui. Eh bien ça, c'est typique de l'anamnésis dont parle Socrate. Ce n'est pas du tout un cas exceptionnel. Maintenant, il ne faut pas confondre les philosophes et la philosophie. Ce n'est pas du tout la même chose. La philosophie, c'est un milieu pré-individuel, très spécifique, très occidental, qui s'est mondialisé aujourd'hui. Et les philosophes, ce sont des victimes de ce milieu qui essayent de devenir de victimes, de se transformer en, je ne sais pas quoi, personnage conceptuel, je ne sais pas quoi. Bon. La philosophie est une puissance. Et évidemment, quand Deleuze parle de la puissance, il renvoie à Nietzsche, bien sûr. Mais il faut aussi l'entendre avec Aristote.
Moi, je soutiens, je le dis tout le temps, que tout le monde est philosophe en puissance. Je pense qu'on ne peut pas philosopher si on ne pose pas ça a priori. Tout le monde, y compris l'esclave de Ménon, qui dans la société grecque, l'esclave, c'est vraiment un esclave. Voilà. Même s'il est très bien traité, généralement, c'est un serviteur, en fait, dans la réalité. Mais il n'a pas droit de cité, c'est-à-dire non seulement il ne fait pas partie de la cité, mais il ne fait pas partie du règne de Dieu. C'est-à-dire qu'il est véritablement... il est rien, en fait. Voilà. Il n'y a que dans cette société esclavagiste qu'il n'est vraiment rien, dans les formes de l'esclavagisme. C'est pour ça que l'esclavagisme, ce n'est pas la même chose que la servitude. Dans la servitude, le serf est quelqu'un. Il fait partie, par exemple, de l'Église, enfin, du royaume de Dieu, etc. Et il est protégé parce qu'il fait partie du royaume de Dieu. Quoi qu'il en soit, donc, la philosophie est une puissance. Et moi, je pose en axiome de départ que n'importe qui, en tant qu'il est noétique, la question est de savoir qu'est-ce que veut dire être noétique. Victor de l'Aveyron est-il noétique? Eh bien, c'est ce que veut le docteur Itard. Il veut que Victor de l'Aveyron soit noétique. Et il dit, pour qu'il soit noétique, il faut d'abord lui apprendre à porter des chaussures, à manger assis sur une table, pas avec les doigts, etc., etc. Et il se ramasse, il n'y arrive pas. Et aujourd'hui, on sait pourquoi il n'y arrive pas. On le sait, c'est parce que pour que la noétisation puisse se produire, il faut des transformations organologiques du cerveau qui ne peuvent se produire qu'à certain âge. C'est comme les chats, dont on a montré que si on les met, vous savez bien, dans une boîte avec que des rayures verticales, et si on les laisse pendant une semaine là-dedans et qu'on les ressort, ils ne peuvent plus s'orienter. À jamais, ils ont perdu les possibilités de connexion synaptique qu'ils n'ont que dans les premières semaines de leur existence, même les premiers jours, parfois les premières heures seulement. Nous sommes tous philosophes en puissance, qui que nous soyons, et pour autant que nous soyons même un extraterrestre, comme dit Peter Zandi dans Kant et les extraterrestres. Même un extraterrestre est une âme noétique en puissance. Alors, est-ce qu'il y a des extraterrestres? On n'en sait rien, mais on n'a pas le droit de penser, philosophiquement, si on ne pose pas que la noèse doit être extraterrestre. Ça, c'est une question intéressante. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut sortir du biotope, la noésis? Et à quelles conditions une fonction de la région de Whitehead pourrait-elle fonctionner en dehors de la biosphère? Voilà une question intéressante que je ne vais pas traiter, mais que je vous livre. Ce que je crois, c'est que l'expérience de la déterritorialisation absolue, qui est ce qui arrive aux philosophes, qui ne l'est qu'intermittemment, comme tout le monde, comme nous tous, sauf que le philosophe, ce qu'on appelle le philosophe, c'est celui qui est à plein temps travaillé par le drame de l'intermittence. Alors que nous sommes en général qu'à temps partiel, voire que dans un moment exceptionnel de notre vie. Voilà. Par exemple, ce que raconte Dostoïevski en citant le Coran, sur ce qui arrive à Allah quand il renverse une cruche, etc. Bon, je passe, c'est dans l'idiot. Je dis ça parce que c'est beaucoup l'idiotie dont on parle ici aussi. Et l'épilepsie, qui était, comme vous le savez certainement, la ressource de Dostoïevski, qui lui a fait écrire des livres aussi incroyables. Mais nous sommes tous exposés à ça, plus ou moins. Voilà. Victor de l'Aveyron, peut-être pas, parce que c'est peut-être trop tard. Et ça nous donne accès à quoi? À ce que Deleuze appelle la déterritorialisation absolue, qui n'est pas l'universel pour Deleuze, évidemment. Eh bien, ce que je soutiens, moi, et je pense que Deleuze serait d'accord avec ça, mais j'en suis pas sûr, mais je le crois, c'est que la déterritorialisation absolue ne peut être que locale. Qu'elle ne peut se produire que dans une localité qu'elle pense à partir du point de vue extraterrestre, on pourrait presque dire, de la déterritorialisation absolue. Et ce que peut le philosophe seul, c'est-à-dire seulement dans les moments où il est philosophe, et nous le sommes tous capables de ce moment-là, bien sûr. C'est pour ça que je suis toujours un démocrate, c'est parce que je pense ça fondamentalement. Eh bien, c'est accéder à la vitesse absolue. C'est-à-dire à la capacité de faire bifurquer la situation, ce qui est rien d'autre que la quasi-causalité. C'est absolument rien d'autre. Quand je vous ai montré Robert Wyatt sur son fauteuil roulant, c'est parce que Wyatt passe à la vitesse absolue après son accident et depuis son accident. C'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi. Et c'est le sens de ce disque qui s'appelle Rock Bottom. Alors, là-dedans, il y a entre absolu d'un côté et local de l'autre, vitesse absolue, déterritorialisation absolue, localité qui est par nature pas absolue, puisqu'elle est locale, limitée. Il y a la question du pharmacone en tant qu'il est une machine.
Nous, ce que nous essayons d'ajouter dans tous ces machins, avec cette académie d'été, pharmacone.fr et tout ça, c'est oui, mais il y a toujours du pharmacone dans tout ça. S'il n'y avait pas du pharmacone, du pinard, l'alphabet, Herschel, qui est l'observatoire que je voulais mettre avec data sur mon petit pins, mais je ne l'ai pas retrouvé parce que j'ai un pins avec Herschel. Herschel, c'est un observatoire qui est dans l'univers. Je ferme cette parenthèse que vous ne comprenez peut-être pas. Enfin, Herschel est une grosse machine sur laquelle je travaille avec le CEA, enfin pas sur cette machine, mais sur les conséquences de ce type de machine, parce qu'un jour, un astrophysicien qui s'appelle Vincent Minier est venu me voir en me disant « Vous réfléchissez sur les machines abstraites et concrètes et tout ça, vous faites de l'organologie, le CEA aimerait bien travailler sur l'organologie des observatoires qui sont extraterrestres. » C'est pour ça que je parlais de ça. Il n'y a pas de machine abstraite qui ne fonctionne autrement que comme tout simplement la vitesse absolue. Autrement dit, la machine abstraite, c'est un concept. Ce n'est pas une machine. Et il y a un concept machinique, qui est le concept de machine abstraite, de Turing, bien avant que l'on parle de Deleuze, qui est un concept, un point c'est tout. Et ce concept, pour pouvoir exister, il a besoin d'une machine d'abstraction. Et cette machine d'abstraction, elle est extrêmement concrète, au sens simononien du terme, c'est-à-dire qu'elle est prise dans un processus de concrétisation, qui est d'un devenir, une évolution organologique des pharmacas, qui induit une histoire de l'abjection. Parce que Turing est devenu Turing, que le grand Turing, c'est-à-dire celui qui va se suicider en mangeant une pomme empoisonnée, comme Blanche-Neige, à partir du moment où il éprouve l'abjection des mathématiques, telles qu'elles sont devenues les mathématiques du capitalisme, c'est-à-dire la machine de Turing, telle qu'elle s'en est emparée la Silicon Valley, déjà à cette époque-là, Los Alamos, tous ces machins-là, qui ne correspondent pas du tout à ce qu'il voulait. Voilà. Et qui transforme son théorème en une machine concrète, mais qui prétend ne pas être concrète. C'était un sujet d'engueulade entre Joël Proust et moi, très très virulent, puisque ça a conduit à ce qu'elle quitte l'université de Compiègne. Alors, je pense que nous devons repenser ces processus d'abstraction avec Marx, parce que le grand penseur de l'abstraction, c'est Marx, et de concrétion, et pas simplement de concrétisation, avec Simondon et bien d'autres. La concrétion, c'est aussi ce que Husserl appelle la sédimentation, et c'est ce que Derrida essaye de penser aussi, etc. etc. Ayant dit cela, ce que je voudrais ajouter, c'est que pour moi, notre objet, ce dont nous parlons, la question du capitalisme des plateformes, dont nous discuterons demain avec Nick, etc., ou avec Gert, c'est la question de la renoétisation. Et l'abjection d'aujourd'hui, c'est ce que j'appelais le post-fascisme hier matin, c'est la dénoétisation généralisée à laquelle nous n'échappons pas. Car si nous y échappions, nous ne la verrions pas. Nous ne pouvons en souffrir que parce qu'elle nous affecte. Et elle ne peut nous affecter que parce que nous sommes dénoétisés, comme les gens que nous regardons comme étant des dénoétisés. Et la question, c'est à quelles conditions est-il possible de reconstituer une citoyenneté? Je mets entre guillemets, parce que peut-être qu'il va falloir changer de mot, de nom. Peut-être. À quelles conditions peut-on reconstituer, disons, une citoyenneté ou ce qui en serait l'au-delà de la citoyenneté, qui serait une renoétisation généralisée? Pas simplement des philosophes ou des universitaires, mais des immigrants qui arrivent en Seine-Saint-Denis, etc., etc. Comment les engager dans une machine concrète qui va leur permettre de se renoétiser? Ou bien de préserver le reste de Noël, ce qu'ils nous amènent du Cap-Vert ou de je ne sais pas quoi. Parce qu'eux, ils sont peut-être moins dénoétisés que nous. Ça, c'est ce que dit Amartya Sen. Enfin, il ne dit pas ça comme ça du tout, bien entendu, mais c'est ce que ça a dit pour moi, Amartya Sen. C'est ce que ça me dit. Que les Bangladais aient une meilleure espérance de vie que les habitants de Harlem, qu'ils aient une meilleure qualité de vie que les habitants de Harlem, alors qu'ils crèvent de faim, de soif et de tout, et de mortalité infantile, mais malgré la mortalité infantile, ils ont une meilleure expérience de vie, c'est quand même incroyable. Eh bien, ça vient du fait qu'ils n'ont pas été complètement dénoétisés. Et c'est ce que j'appelle la recapacitation, qui est pour moi une forme du travail. Je dis bien du travail. Ils travaillent, les Bangladais. Mais ils ont un art de travailler qui n'est pas prolétarisant. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons à construire des plateformes, c'est-à-dire des koras
des chorèmes, des espaces chorégraphiques. Et le chorème, c'est un concept qui vient de la géographie. Et il faudrait faire de la géographie urbaine chorématique à pleine commune pour ouvrir ces espaces de renoétisation. Alors, bon, j'ai plein de trucs à dire, je ne vais pas pouvoir les dire parce qu'il est vachement tard, on va se faire gronder. Donc j'accélère, je m'excuse. Ici, il faudrait revenir à ce que vous aviez dit, pour moi, Michael, mais peut-être qu'on en reparlera plus tard. Quand vous parliez du danger de l'oubli et de l'oubli de l'être et de l'expérience du Gestell comme ce qui nous fait expérimenter de manière abjecte, on peut le dire, je crois, l'oubli de l'être, donc la question de l'être. Je crois que nous, ça nous conduit, alors vous avez dit, ça nous reconduit à la question de l'essence et de l'essence de l'être, mais je crois que nous, ça nous reconduit à la question de l'avenir. C'est-à-dire, parce que pour moi, je disais tout à l'heure, le grand point de Heidegger qui est fondamental, c'est le Da, du Dasein. Le deuxième grand point, c'est, dans la question du Dasein, la question qui se pose en premier, c'est la question de l'avenir. C'est-à-dire la protension, ce qu'il n'appelle pas lui comme ça, et moi j'appelle ça l'archiprotension de l'être pour la mort. Voilà. Et comment il est possible de transformer le besorgone affairé en quelque chose qui est capable de produire des bifurcations. Car c'est ça la question de l'être pour la mort. Et ce que j'affirme moi, c'est qu'il faut un être pour la vie pour ça, qui manque à Heidegger, fondamentalement. Et il faut passer par Nietzsche, parce que c'est Nietzsche qui affirme l'être pour la vie. Mais ça suppose de réarticuler très profondément les rapports entre... Alors ça, c'est ce que disait François tout à l'heure, entre rétention et protension, etc. Je crois que c'est François qui disait ça tout à l'heure. Peut-être quelqu'un d'autre, je ne me souviens plus. Pour articuler une localité avec une métalocalité. Car c'est ça, c'est à ça que donne accès l'archiprotension de l'être pour la mort, que j'essaie de transformer en être pour la vie, c'est à une métalocalité. C'est la métalocalité des vivants noétiques, qui sont peut-être extraterrestres. Et c'est ça que veut dire métalocalité et déterritorialisation absolue. Ça veut dire peut-être extraterrestre. Voilà. Comment sommes-nous capables de nous extraire tellement des automatismes que nous sommes en tant que cellules, organes, corps, société, etc., que nous sommes capables d'accéder à une déterritorialisation absolue qui va nous faire franchir une vitesse absolue. Et que tout à coup, nous allons produire une bifurcation locale. Car si elle ne se reterritorialise pas localement, ça n'est qu'un fantasme. J'ai rêvé que j'étais philosophe, mais je n'ai jamais été philosophe. Parce que je n'ai pas transindividué. C'est-à-dire, je n'ai pas dialogisé, comme dit Socrate. Aujourd'hui, je crois, moi, que cette question de l'expérience de la métalocalité, c'est la question de la mise en question de la mise en question. Nous sommes aujourd'hui confrontés à la possibilité que l'exosomatisation mette fin à la mise en question. Et ça, c'était l'enjeu de ce que disait Ali Raebi, pour moi. Alors là, vous avez dit, François et Jean, voilà, vous avez parlé, Jean a rappelé qu'au départ, son travail s'inspire de Hakim Bey, des Thase. Tu te souviens de la critique que j'ai faite des Thase. Je pense que ce concept de zone d'autonomie temporaire, il faut le critiquer farouchement, sans la moindre concession, sans la moindre aménité. Parce que c'est un organe d'ultralibéralisme et d'ultralibertarianisme qui a permis aux libertariens de venir piquer de l'initiative gratis sur des tas de territoires sans suite. Tu as parlé des ZAD, François, dans le sillage de la question des Thase, d'une certaine manière, c'est pas la même chose. Et moi-même, toi aussi, j'ai parlé hier de Nuit debout. Bon, il faut farouchement critiquer l'insuffisance de ces approches, qui sont des échecs. Ce sont des échecs. Mais un échec, c'est une bêtise, au sens d'Épiméthée, donc c'est très intéressant. C'est essentiellement les échecs qui sont intéressants. Les réussites, qu'est-ce que ça vous apprend? Vous cherchez à les imiter. Mais les échecs, vous devez les penser avec un A. Ce sont des blessures, c'est ce que Nietzsche appelle des blessures. Donc pensons nos blessures, que sont les Thase, les ZAD et compagnie, et les Nuits debout. Et j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu avec Paul-Émile, ici ou ailleurs, voilà, de Nuit debout. Je crois que c'est fondamental. Je dis ça parce que je voudrais, mercredi soir, vous faire part de l'intention que je vais soumettre
à nos amis d'Ars Industrialis de lancer un appel à la jeunesse à l'issue de cette académie d'été. Et je voudrais lancer cet appel à la jeunesse après l'échec de Nuit debout. Je ne l'appellerai pas comme ça, je n'ai pas envie de me mettre à dos tous les gens qui ont participé à Nuit debout. Mais c'est quand même comme ça, je vous le dis, moi, que c'est comme ça que je le pose. C'est un échec, Nuit debout. Et il faut absolument, si on ne transforme pas cet échec, comme au rugby, on transforme quelque chose en une positive affirmation, on aura fabriqué encore une augmentation des candidats au Front National et à ce qui est bien pire que le Front National, qui est en train d'arriver. Donc il faut prendre ses responsabilités. Et ça, je le dis aussi à Frédéric Lordon, que j'ai invité pour ça, au Théâtre de Saint-Denis. Quoi qu'il en soit, la chronotopie, voilà, est l'enjeu aussi beaucoup du Corem et de ce que disait François, mais aussi de ce qu'a dit Fabien hier, et on y reviendra demain avec les plateformes. Comment penser la chronotopie, c'est-à-dire aussi la métalocalité, car la chronotopie, c'est une métalocalité. La localité, je vous rappelle que c'est pas le lieu, c'est pas simplement temporel, c'est pas simplement spatial, c'est aussi temporel. Le lieu, c'est là où il y a des événements. Donc on ne peut pas penser le lieu autrement que chronotopiquement. On ne peut jamais isoler le lieu du temps. Sinon, c'est pas un lieu, c'est un espace, tout simplement. Un corem, c'est un lieu, c'est pas un espace. Dans un lieu, il y a des fêtes. Et je pense qu'une critique des rave parties, ou des rave parties, comme on dit, et de l'industrie dont tu nous parlais, qui est un lieu d'expérience pour toi, suppose de faire une critique de la festivité ou de la non-festivité de tout cela. Et de l'exploitation, comment on court-circuite, par exemple, avec des agencements qui ne sont pas forcément ceux auxquels rêvait Deleuze et Guattari, mais qui sont les agencements du marketing, du business, avec lesquels on se fait des couilles en or, comme on dit dans le langage vulgaire qui est le mien, en ouvrant une boîte de nuit. Je dis ça parce que j'ai été DJ, ça s'appelait le King Club, je travaillais pour un bandit, et je connais bien la musique, si je puis dire. Et j'ai fait de la sélection comme ça, et j'adorais ça. Mais comment aujourd'hui on n'est pas pris, non pas dans la mafia, mais dans le crowd capitalism, qui est une forme de la mafia. Là, je pense qu'il faut, pour répondre à ces questions, critiquer le Simondon dont tu nous parles. Je te passerai un article que tu n'as peut-être pas lu, qui s'appelle « La politique et l'apostrophe de Gilbert Simondon », qui est une critique de la dernière partie d'une loi d'existence des objets techniques, où je pense que Simondon se ramasse totalement. Il rate tout ce qu'il avait entrevu dans la thèse principale, qu'il ouvrait fantastiquement dans la première partie. Il le perd dans la deuxième partie, avec ce concept merdique d'unité magique, archi-merdique. Et là, tu vois que, oui, même les plus grands philosophes touchent le fond, quoi. Et la stupidité, la stultitia, là, ça touche aussi Simondon, comme Heidegger, comme Derrida, comme moi, bien entendu. J'essaye de faire en sorte que vous ne le voyez pas, mais vous le voyez certainement, de toute façon. Ne serait-ce que par le fait que je viens de dire ça, ce qui ne se dit pas. On ne se met pas en scène comme ça. Là, je pense qu'il faut revenir sur la question de l'œuvre. J'ai essayé de parler d'œuvre néganthropique hier. Je pense qu'il faut revenir à la question de l'œuvre, mais pas avec Simondon. Avec Simondon, bien sûr, mais en passant au-delà. Parce que je pense qu'il rate le sujet. Et qu'il rate aussi le sujet de la participation. Parce qu'il pense la participation à partir de l'unité magique. Il est très influencé probablement par l'anthropologie, parce qu'il y a bien entendu des grands penseurs de la participation, dont Erich Hörel est un praticien, avec Lévi-Brühl en particulier, mais je pense qu'il y a quelque chose qui ne peut pas nous satisfaire. Maintenant, la question, c'est bien ce que tu as dit, une guerre esthétique. Et je tiens à dire que ce qui est à l'origine du concept d'organologie générale, du projet de Ars Industrialis, de Pharmacon.fr, de l'Académie d'été, c'est un colloque que j'ai fait en 2003 avec Catherine Perret, à Cerisy-la-Salle, qui s'appelait la lutte pour l'organisation du sensible, c'est-à-dire la guerre esthético-économique, qui est le théâtre de l'esthétique du XXe siècle. Et Dada, c'est pour ça que je portais le truc hier, c'est ce qui ouvre cette scène. C'est ce que Tristan Tzara avait très bien compris. Voilà. Je ferme la parenthèse. Alors maintenant, j'avais la même question que Paul-Émile, mais tu ne répondras pas tout de suite parce qu'il faut qu'on aille manger. Donc je te la livre pour quel temps d'y penser encore. Voilà. Pourquoi les oreilles ? Pourquoi les oreilles auraient-elles un privilège là ?
Pourquoi pas les yeux? Parce que, je sais pas, il se passe des tas de trucs du côté des yeux aussi, avec ces organes, et en plus ces yeux qui n'ont plus besoin d'yeux, enfin, disons cette vision qui peut ne plus passer par les yeux, etc., etc. Il se prépare des tas de trucs là. Pourquoi pas les pieds? Je crois que la question là mériterait une analyse organologique historique, très très détaillée. Et en fait, moi je ne crois pas qu'il y ait un organe privilégié. Voilà. Et je pense qu'un principe de base de l'organologie, c'est qu'il n'y a pas d'organe privilégié. C'est ce que m'a rappelé d'ailleurs très très pertinemment Riccardo Baldissone, en me disant un jour, mais non, le cerveau, attendez, c'est pas l'organe central. Il a bien raison, c'est pas l'organe central. C'est un organe très très important, et il faut faire très attention, parce que c'est un peu ce que je reproche à Catherine Malabou, quand elle a tendance à centraliser les choses autour du cerveau, et à mon avis elle se gourre, parce que c'est pas dans le cerveau que ça se passe, c'est entre les cerveaux que ça se passe. Et c'est donc pas dans l'oreille, c'est pas dans les yeux, c'est pas dans les mains. Et d'ailleurs, comme Ali Raevi nous l'a dit, voilà, le corps est en pleine disruption. Et je pense qu'il faut repenser un art de la sélection qui va au-delà de telle ou telle mono-organisation, mais qui pense une... Alors peut-être après les rhizomes ou avec les rhizomes. Bon. Et ça sera peut-être un sujet dont nous pourrons parler avec le 6B. Car à Saint-Denis, le 6B, à Saint-Denis, il y a une structure que tu connais sans doute. Tu la connais, François? Bon. C'est une structure où il se passe des choses qui ne peuvent que t'intéresser. Voilà. Et là, il y a peut-être un chantier à opérer, alors avec Pigny et le centre de la France, voilà, qui n'existe pas puisqu'il n'y a pas de centre. Voilà, il y a peut-être un truc à monter là, mais ça supposerait, voilà, c'est ma proposition, hein, on n'est pas obligé de me suivre, ça supposerait de commencer par une critique de Simondon. Voilà ce que je... Et une lecture très très serrée de la dernière partie du mode d'existence géotechnique et sans concession, voilà, avec au-delà de Simondon. Je suis désolé parce que j'ai pris la parole très longtemps et en plus maintenant je la coupe, voilà, donc c'est pas très sympa, mais il faut qu'on aille manger.